Des fées et des dragons, mais aussi des machines et du charbon. Bienvenue dans ce 13e épisode de SMD consacré à Château Falkenstein. Le jeu de rôle, cette véritable machine à monde, voit naître en 1994 un nouveau genre de monde à machine, bien éloigné de l'esthétique cyberpunk pourtant très en vogue au cours de la décennie précédente. Imaginez une Europe du 19e siècle dont le progrès technologique n'aurait pas été basé sur l'électricité, mais sur la vapeur. C'est ce qu'on appelle le steampunk. Une esthétique aujourd'hui très populaire dans les cultures de l'imaginaire et qui bénéficie d'un véritable engouement dans divers domaines, des arts visuels en passant par la musique. Si le steampunk trouve ses racines dans le 19e siècle grâce à certains romans d'anticipation tels que ceux de Jules Verne par exemple, le terme en lui-même est en réalité très récent puisqu'il n'apparaît pour la première fois qu'en 1987 sous la plume d'un certain Kevin Jutter. On peut noter d'emblée que Mike Pondsmith, l'auteur du jeu Château Falkenstein, fait preuve en 1994 d'une très grande modernité en s'inscrivant dans ce mouvement qui fait alors ses premiers pas. Mike Pondsmith, un game designer visionnaire qui avait déjà su cristalliser l'essence du cyberpunk quelques années plus tôt dans un jeu de rôle qui demeure culte encore aujourd'hui, à savoir Cyberpunk. Alors que ce jeu a gardé une popularité constante dans le milieu rôliste, le destin ludique de Falkenstein, lui, a été un peu plus complexe en France. Quel a été l'accueil réservé à cette œuvre dans les années 90 ? Quelles sont les raisons qui poussent Lapin Marteau à vouloir rééditer ce jeu près de 30 ans plus tard ? Et que nous dit ce jeu de notre époque ? Autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre concernant ce jeu de rôle conjugué au futur antérieur. Chapitre 1 : Au mauvais endroit, au mauvais moment. Depuis le 5 novembre 2021, après plusieurs années de disparition, Château Falkenstein est de nouveau disponible en boutique. Ce retour à la vie, on le doit aux éditions Lapin Marteau, une entité bicéphale composée de Coralie David, dont nous avons déjà parlé sur la chaîne, mais aussi de Jérôme Larrey. C'est à ces deux éditeurs que l'on doit Ryutama, mais également toute la collection Sortir de l'auberge qui est constituée de livres consacrés à la théorie rôliste. Pourquoi avoir réédité cet ouvrage initialement publié chez Descartes en 1995 en France ? Eh bien, tout d'abord parce qu'il était devenu extrêmement difficile à trouver tout simplement ce jeu. Quand on fouille un peu sur les vieux forums, on tombe sur plein de témoignages de gens qui cherchaient désespérément ce jeu bien des années plus tard, une fois que le steampunk était devenu bien plus en vogue. Alors, pourquoi ce jeu de rôle était-il si difficile à trouver ? J'ai pas réussi à obtenir les chiffres de vente de ce jeu de rôle à l'époque, mais plusieurs indices laissent à croire que ce dernier n'a pas rencontré le succès commercial escompté. Premier indice, la manière dont les suppléments de la gamme ont brusquement été interrompus dans leur publication. Deuxième indice, le peu de produits en circulation. La rareté témoigne du fait que peu de personnes l'avaient acheté à ce moment-là, et ce malgré une reconnaissance dans la presse spécialisée. Regardez à l'époque. Tristan Lhomme parle de vrais petits bijoux, et il termine son article paru dans Casus Belli numéro 85 en disant que Castle Falkenstein est original, bien écrit, superbement illustré et d'un thème très agréable. Bref, il a tout ce qu'il faut pour remporter un grand succès. Et puis, il représente une bouffée d'air frais dans cet océan de jeux plus lugubres et désespérés les uns que les autres. Et rien que pour ça, j'espère qu'il lancera une mode durable. Les nombreux scénarios écrits pour l'occasion par les rôlistes témoignent également d'un engouement. Alors, que s'est-il passé ? Qu'est-ce qui a bien pu heurter de plein fouet Falkenstein et ses fées ? Pour comprendre l'histoire de l'échec commercial français de Falkenstein, il faut se pencher sur l'histoire des rôlistes français eux-mêmes. Lorsque ce jeu de rôle teinté de merveilleux traverse enfin l'océan Atlantique, il y a bien peu de place pour la rêverie. Les rôlistes ne sourient plus du tout. Et pour cause, une ombre plane sur cette sphère ludique. Deux noms, Jacques Pradel et Mireille Dumas. D'abord, en 1994, dans Zone Interdite, puis dans Bal et Masque en octobre 1995, le jeu de rôle est présenté de manière extrêmement négative, assimilant ce loisir à des pratiques sectaires visant à manipuler les plus vulnérables. Bonsoir, c'est un fait nouveau en France et dans le monde entier. Plusieurs faits divers ont récemment défrayé la chronique. À Istres, en mai dernier, Sébastien poignarde son professeur pendant le cours de physique. En Espagne, un homme meurt mutilé et égorgé par deux adolescents qui le prenaient pour un être malfaisant.
Dans ces deux cas, comme dans ceux que nous allons voir ce soir, ces jeunes s'identifient à des personnages imaginaires au cours de ce que l'on appelle les jeux de rôle. Les conséquences de ces deux documents audiovisuels ont été dévastatrices. Cela a conduit notamment à la fermeture de clubs et à l'interdiction de la pratique du jeu de rôle pour certains jeunes rôlistes. Quand on regarde l'archive du Casus Belli numéro 85, on voit que la parution de Falkenstein était prévue en septembre 1995, soit un mois avant la diffusion du reportage de Mireille Dumas. Tout est à parier que Falkenstein a payé lui aussi le prix de la bêtise d'une présentatrice avide de buzz. Est-ce que Descartes s'est montré frileux face à la polémique et a fait machine arrière ? Est-ce que les rôlistes étaient moins clients de jeu car marginalisés à ce moment-là ? Je n'ai pas accès à suffisamment d'archives pour répondre à cette question. Je n'ai que des hypothèses à vous proposer ici en fonction des éléments que j'ai recueillis. Une chose est certaine, c'est que cette polémique a nécessairement impacté le marché du jeu de rôle. Dans quelle mesure ? Là, c'est une autre question. Le fait est que finalement, quelque part, la réédition de ce jeu de rôle vient corriger un échec commercial injuste et un rendez-vous manqué avec des rôlistes français. Chapitre 2. Une passerelle entre la littérature et le jeu de rôle. En avance sur son temps, Château Falkenstein l'a été à bien des égards. Tout d'abord dans sa forme. Château Falkenstein se présente à la fois comme un jeu et comme un roman. Reprenant un procédé littéraire classique un peu à la manière de Montesquieu et de ses célèbres lettres persanes, Mike Pondsmith va se faire passer pour un simple éditeur ayant trouvé les écrits d'un certain Tom Olam. Ce sont ces écrits qui vont constituer le jeu dans sa globalité. En effet, au cours d'une visite touristique dans un château de Bavière, Tom Olam aurait été projeté dans un monde parallèle ressemblant à notre Europe du XIXe siècle. Tout comme notre Europe à la même époque, c'est le bordel d'un point de vue géopolitique et les nations s'affrontent. Deux grands camps se dessinent. D'un côté, les très vilains Prussiens adeptes de la technologie, et de l'autre, les Français, les Anglais, les Autrichiens, et puis des créatures merveilleuses, un point sur lequel on va revenir un peu plus tard. Cet univers de Falkenstein, il va nous être présenté d'un point de vue subjectif, avec des réflexions personnelles. On va être là à suivre les aventures de Tom Olam qui découvre cet univers en même temps que nous finalement. Ça change de beaucoup de jeux de rôle de l'époque qui étaient écrits un peu en mode encyclopédique. Personnellement, ce genre d'écriture, ça me fait royalement chier, donc quand j'ai découvert cette écriture très littéraire, ça m'a fait du bien. C'est un plaisir de lire Falkenstein. Et les critiques de l'époque l'ont tout autant apprécié, que ce soit dans Casus Belli ou dans le fanzine Franc Rêveur, cet aspect-là du jeu est vraiment salué, c'est-à-dire que le côté agréable est vraiment noté. On est sur une lecture facile et c'est présenté comme quelque chose d'original pour l'époque. Aujourd'hui, beaucoup de jeux ont repris ce concept de la découverte subjective d'un univers. On peut par exemple citer Les Ombres d'Estérène qui introduit son univers grâce à des petites correspondances présentes dans le livre de base notamment. Ce qu'il va y avoir d'intéressant dans ce jeu aussi, c'est que dans son ADN, il va être extrêmement lié à la littérature. D'abord dans sa forme, comme dit précédemment, c'est à la fois un roman et un jeu, mais aussi dans son contenu. D'abord, dans sa mythologie. Il reprend tout un bestiaire de créatures merveilleuses tirées du monde des contes, comme les nains, les fées, les dragons. Mais ce n'est pas tout, on pourrait pousser la comparaison un peu plus loin encore. Le jeu de rôle est une pratique qui s'inscrit dans une certaine oralité, tout comme les veillées de contes qu'on faisait à l'époque. Tout comme le conte, Falkenstein va proposer d'introduire des personnages assez manichéens. Dans ce jeu, les méchants sont méchants et les gentils, ils sont gentils. C'est un point sur lequel insiste grandement Mike Pondsmith. On ne joue pas des gros connards. Or, cet aspect-là du jeu, c'est un élément qui contraste à l'époque avec une proposition ludique qualifiée de lugubre par Tristan Lhomme, si vous vous souvenez bien de la conclusion que je vous ai lue précédemment. Je pense que la remarque vaut encore pour aujourd'hui. On a toujours tendance à jouer dans des univers très sombres, avec des personnages qui sont toujours douteux au niveau moral, et donc c'est une proposition ludique qui est encore très originale actuellement. Des remarques au niveau de l'innutrition littéraire. Dans une mise en abîme tout à fait plaisante, on retrouve les auteurs des romans d'anticipation et d'aventure du XIXe siècle dans l'univers du jeu. Ainsi, on pourra très bien croiser Jules Verne qui est devenu ministre des Sciences de Napoléon III, ou encore Conan Doyle, mais aussi son personnage culte Sherlock Holmes lui-même. Mike Pondsmith s'inscrit donc dans un riche héritage littéraire et se le réapproprie de manière ludique.
Déjà en créant un jeu de rôle évidemment, mais aussi en transformant des figures littéraires déjà existantes, mais aussi leurs auteurs. De la même manière qu'il est dit dans le livre que le château Falkenstein a été bâti sur les ruines d'un temple, le jeu de rôle construit de manière évidente ses bases sur la littérature. Or, la littérature, c'est quelque chose de très sacralisé, c'est le temple, tandis que le jeu de rôle apparaît comme une pratique quant à elle profane et bâtarde qui ne fait que depuis peu l'objet d'études universitaires en tant qu'œuvre littéraire. Pour jouer à Falkenstein, il faut accepter son héritage littéraire, mais aussi accepter de le désacraliser. Les rôlistes sont des créateurs de mondes et des raconteurs d'histoires tout aussi intéressants qu'un Jules Verne. On rappelle au passage qu'en France, une des premières personnes à avoir étudié le jeu de rôle sous un angle universitaire, c'est Coralie David, l'une des 2 têtes de Lapin-Marteau. Et il ne serait pas déconnant d'observer les travaux de Mike Pondsmith au regard de ceux d'Henry Jenkins et de ses fan studies dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne. Pour le coup, je pense vraiment que Mike Pondsmith est vraiment dans cette approche de braconnier littéraire qui se réapproprie et joue avec des fictions déjà existantes. Autre point à mentionner sur l'aspect littéraire, toute une partie du livre de base est consacrée à la création d'intrigues s'inscrivant dans les clichés des romans de l'ère victorienne. On va inciter le MJ appelé hôte à proposer des éléments tels que des complots diaboliques, des évasions sur le fil du rasoir, des duels et des romances, mais toujours avec des héros foncièrement bons, même si parfois teintés de mélancolie. Ce qui fait que même dans la structure narrative des scénarios de Falkenstein, on va retrouver cet ADN littéraire profondément ancré. Chapitre 3. Une mécanique moderne. Quand on fouille les archives des critiques de l'époque, ce qui revient souvent, c'est l'observation selon laquelle le système de jeu est original. En effet, alors que la plupart des jeux de rôle de l'époque tournent sous un système à base de dés, ici, on nous propose un système de jeu basé sur les cartes. Dans le livre de base, c'est expliqué par le fait que les jeux de dés, c'est une activité de prolos et de voyous, et que les gens de bonne compagnie, eux, jouent aux cartes. Et ces cartes, elles vont venir compléter des scores associés à des compétences développées par les personnages afin de franchir un seuil de difficulté donné. C'est très simple, mais novateur pour l'époque. Des jeux de rôle qui se basent sur des cartes, on en a eu un bon nombre depuis. Un jeu qui s'inscrit dans ce cadre à la fois historique et merveilleux, les Lames du Cardinal. On va avoir tout un système de jeu basé sur le tarot et où la résolution des actions se fait en tirant des cartes qui, en fonction de la couleur des cartes tirées, correspondent à des réussites. Dans Falkenstein, les personnages ne sont pas définis à partir d'une fiche, mais ils sont longuement décrits dans un carnet. J'aurais pu ajouter ce point-là dans la partie précédente dédiée à la littérature, mais Falkenstein place effectivement le joueur dans une position d'écrivain. Le joueur répond à diverses questions concernant son personnage, des questions qui vont permettre de dresser un portrait physique, mais aussi moral du héros. Le background a donc une importance évidente. On va décrire notre enfance, mais aussi notre vie amoureuse, nos réussites et nos regrets. Bref, on va vraiment chercher à donner une consistance au personnage. Et puis, on va lui attribuer quelques compétences dans lesquelles il va être plus ou moins doué. Mais on ne va pas avoir cette fameuse fiche truffée de statistiques et de 1000 compétences. C'est quelque chose de davantage épuré et de très axé sur la narration, sur la littérature. Tout au long du jeu, les joueurs sont invités à réaliser une production littéraire qui est celle du scénario en cours du point de vue de leur personnage. Ce qui est tout à fait intéressant à mon sens. Cela crée une histoire dans l'histoire. Et par ailleurs, ça donne lieu à de très beaux objets ludiques comme par exemple ceux des super geekettes qui se sont vraiment éclatés pendant leur partie apparemment. Chapitre 4. Un jeu pour voyager dans le temps. Falkenstein, c'est d'abord un voyage dans le passé, puisque c'est une réédition d'un jeu datant de 1994. Mais si Lapin-Marteau a trouvé pertinent de le republier aujourd'hui, c'est que cette œuvre trouve un nouvel écho dans notre société actuelle. Dans l'avertissement présent au début du livre de base, il est écrit « Mais c'est aussi justement parce qu'il n'a pas connu ce nouveau millénaire qu'il est intéressant de redécouvrir Château Falkenstein aujourd'hui et de voir ce que l'ère de la vapeur nous apprend sur l'ère du numérique. » Dans l'ouvrage intitulé « Fantasmes au quotidien », l'anthropologue Louis-Vincent Thomas écrit que la science-fiction dans ses fonctions critiques et descriptives pourrait bien être la sociologie imaginaire de notre présent. Sous son vernis steampunk, Falkenstein aborde certaines thématiques très actuelles comme le fait que l'humanité court à sa perte en abusant de la technologie par exemple. Ceci
On le voit notamment à travers le personnage de Bismarck et ses ambitions démesurées. Un homme impitoyable qui ne recule devant rien pourvu qu'il puisse obtenir ce qu'il veut et qui fait pour cela appel à une technologie hautement avancée fournie par certaines fées. Aujourd'hui, ce seraient des hommes avides d'argent et de pouvoir voulant conquérir non pas physiquement comme Bismarck, mais économiquement des territoires, sans considération pour les conséquences environnementales ou sociales. Le corps ouvrier y est seulement vu comme un outil déshumanisé dont le seul but est de générer du profit et de la puissance. Des problématiques qui sont également dénoncées dans Cyberpunk, l'autre jeu de Mike Pondsmith, comme quoi certains thèmes lui collent à la peau. Or, dans ce jeu, le but va être de lutter contre cette révolution technologique qui vise l'asservissement de l'humanité. Typiquement, le Second Pacte, cette alliance de rebelles venus de toutes parts et de toutes races, a pour but de lutter contre une fin inexorable. On retrouve donc ce sentiment d'urgence qu'on peut avoir nous, aujourd'hui, en 2021, alors que les grandes entreprises et les dirigeants étatiques refusent de prendre des mesures fortes pour sauver notre planète. Sur un ton plus léger, en ce qui concerne le futur et le jeu Château Falkenstein, l'objet carnet produit par les joueurs constitue une archive ludique formidable pour l'avenir. Dans 5, 10, 15 ans, on gardera une trace de nos moments de jeu de rôle préférés, d'un personnage incarné de longues heures durant, mais on gardera aussi un témoignage de nos pratiques ludiques. Et qui sait, il s'agira peut-être là pour Château Falkenstein d'une autre manière d'entrer dans l'histoire. Conclusion. Château Falkenstein. 27 ans après, c'est une magnifique redécouverte d'un monument du jeu de rôle que nous offre Lapin Marteau. Il y a quelque chose d'historique dans ce jeu, lui qui est ancré dans le passé de par son cadre revisitant une Europe du 19e siècle, mais aussi de par sa place dans l'histoire du jeu de rôle avec sa mécanique moderne, mais aussi dans l'histoire des rôlistes. Mais Falkenstein est pourtant très ancré dans le présent, avec des thématiques très actuelles et un game design qui n'a pas vieilli. Financé à 857%, il semblerait que cette fois-ci, le jeu ait enfin rencontré son public. Et vous ? Irez-vous visiter le château de Falkenstein et vous rebeller contre les machines infernales ? Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je tenais à remercier toutes les personnes qui m'ont fourni gentiment des archives d'époque, qu'il s'agisse du vieux geek de Jean-Christophe Cubertafond ou encore de Christophe Trumelet. C'était vraiment très généreux de votre part de partager ces ressources précieuses avec moi, donc merci infiniment les gars. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!